À la une de l'actualité, l'appel au calme réitéré par l'OMS. La fermeture des frontières ne freinera pas la propagation du nouveau variant Omicron qui poursuit son expansion à travers le monde, ce qui inquiète au point de provoquer des réactions en cascade. De nombreux États ont décidé de se barricader. En Allemagne, le futur chancelier Olaf Scholz se dit désormais favorable à la vaccination obligatoire. On va y revenir dès le début de ce journal. La pandémie de Covid qui a éclipsé une autre épidémie, celle du sida. La crise sanitaire a considérablement freiné le dépistage et la prévention du VIH. C'est ce dont s'alarment aujourd'hui les associations à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, une maladie encore cernée par les tabous. Nous nous rendrons dans le journal en Tunisie où nos correspondants ont enquêté. Et puis face aux nombreux défis qui les entourent, les Français attendent aujourd'hui davantage de solidarité politique de la part des 27. C'est l'une des grandes conclusions de notre première édition du baromètre européen Via Voice, à un mois de la présidence française de l'Union européenne. Nous vous avons interrogé, Caroline de Camarène nous dira tout dans quelques instants. Elle nous dressera ce qui ressort de cette enquête. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal. Les fermetures de frontières et les interdictions de voyager ne freineront pas Omicron. Ces restrictions n'empêcheront pas le nouveau variant de se propager. Face à la propagation du nouveau variant, l'Organisation mondiale de la santé réitère son appel au calme. Elle appelle les États à réagir de façon plus rationnelle et recommande plutôt aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de reporter leurs déplacements à l'étranger. La liste des États qui se barricadent ne fait que s'allonger de jour en jour. Explication avec Marc Pope. L'aéroport de Tokyo, entièrement vidé de ses passagers. Ici, tous les vols ont été annulés pour lutter contre le variant Omicron. À l'image du Japon, de nombreux pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation du virus. Les États-Unis, de leur côté, ont interdit les vols en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Joe Biden se donne encore du temps pour prendre d'autres mesures. Cela va dépendre. Nous verrons semaine après semaine ce qui est nécessaire. Nous allons en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines sur la mortalité de ce virus, sur sa propagation, sur les moyens dont nous disposons pour le contrôler. La nouvelle souche du virus a désormais été repérée sur tous les continents, même si l'Europe semble la plus touchée. Pour beaucoup, il est déjà trop tard pour enrayer la propagation d'Omicron. Les fermetures de frontières ne sont donc pas efficaces. Le variant officiellement détecté en Afrique du Sud le 24 novembre circulait déjà activement quelques jours auparavant. En analysant d'anciens échantillons, les Pays-Bas ont ainsi décelé la souche sur leur territoire dès le 19 novembre. Le problème, c'est qu'au moment où un nouveau variant émerge et est annoncé, probablement que le variant s'est déjà propagé dans le monde entier. Je veux dire, vu la façon dont ces variants du coronavirus se propagent, il n'y a aucun moyen d'empêcher un variant de se propager à l'échelle mondiale. Un constat partagé par l'Organisation mondiale de la santé qui va encore plus loin. Son chef, Tedros Ghebreyesus, a ainsi appelé les pays au calme et à prendre des mesures rationnelles. Pour lui, ces décisions ne font qu'accroître les inégalités entre les pays et il redoute que certains États hésitent à l'avenir à signaler d'éventuels variants par peur des représailles. En quelques mois, des vaccins ont été élaborés contre le Covid-19, toujours aucun pour le sida. On vous en parle à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH. Malgré de formidables progrès pour le traiter, celui-ci tue encore 680 000 personnes dans le monde. C'était les chiffres pour l'année 2020. 37,7 millions de personnes vivraient avec le VIH selon ONU-SIDA, une maladie encore taboue selon le pays où l'on vit. En Tunisie, les porteurs du VIH souffrent encore des non-dits qui entourent la sexualité. Ils sont parfois même stigmatisés. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, Lilia Blaise et Anit Lili ont suivi le travail d'une des associations qui travaille sur le sujet à Tunis. Reportage. À l'association de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, Aymen a accepté de nous raconter son histoire sous anonymat. Il est porteur du virus depuis 16 ans, après avoir eu des rapports sexuels non protégés. Il se sent encore stigmatisé à cause de sa maladie. Le problème avec cette maladie, c'est qu'elle te suit jusqu'à ta mort. Même au moment où tu penses l'avoir vaincue, parce qu'elle affecte aussi tes enfants. Par exemple, lorsque je les ai inscrits au jardin d'enfants, l'administration m'a obligé à déclarer que leur mère et moi-même étions porteurs. Donc c'est comme un casier judiciaire qui te suit jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Aymen accompagne les jeunes dans ce centre. Mais le tabou autour de la sexualité est toujours présent, comme l'explique Sonia Torkani. Elle travaille depuis 20 ans au sein de l'association. On leur donne des préservatifs et du gel lubrifiant pour les rapports anaux.
Surtout pour les rapports à nous, Par exemple, celui-ci parfumé à la banane. Mais malheureusement, pour les jeunes, c'est encore tabou de venir ici. Ils sont souvent timides. Pareil, s'ils vont s'en procurer à la pharmacie, ils ont peur de rencontrer un voisin. C'est pourquoi à chaque 1er décembre, Balkis, membre de l'association, prépare avec des bénévoles des actions de sensibilisation, comme avec ces pancartes. Ici, on a Maksh Wahdek, donc tu n'es pas seul. Matraf Shmani, n'aie pas peur de moi. Et c'est des mots qui s'adressent au grand public pour dire qu'on doit arrêter la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. L'association propose aussi un soutien psychologique et un suivi du traitement pour les porteurs du VIH, surtout pendant la crise sanitaire où beaucoup de patients ont mal vécu le confinement. Donc là, on est en train de renouer les liens et de les recontacter, les convaincre de reprendre leur traitement. Un accompagnement primordial sur plus de 6000 personnes atteintes du virus dans le pays. Seulement 20% savent qu'elles ont le VIH. Dans un mois tout juste, Emmanuel Macron héritera de la présidence de l'Union européenne. Le programme de ce nouveau mandat sera détaillé dans les semaines qui viennent. En attendant, France 24, France Télévisions et Radio France ont souhaité sonder les Français et leurs sentiments européens. Bonjour Caroline de Camaret. On va regarder ensemble les résultats du premier volet de cette enquête exclusive qui sera réalisée pour nous tous les 6 mois. Les enseignements sont assez intéressants, surprenants aussi parfois. Oui, alors les Français sont à la fois ont des sentiments très ambigus sur l'Union européenne, qui, pour eux, n'est pas assez efficace dans plusieurs domaines qui leur tient à cœur, mais en attendant, ils en attendent beaucoup, justement, et c'est ce qui est très frappant. Si on regarde du côté de l'économie, par exemple, ils estiment que, pour la moitié, 46%, avec la suite crise Covid, la situation économique se dégradera, et à peine 33% pensent qu'elle s'améliorera. Mais en même temps, ils estiment que l'Union européenne est une chance économique pour la France à 50%. Donc beaucoup d'attentes, vous le voyez. C'est la vision d'une Europe encore libérale qui domine, notamment en ce qui concerne la protection sociale. Eh bien, 61% des Français sont convaincus que l'Union européenne n'est pas à même d'assurer une meilleure protection sociale. 13% à peine pensent le contraire. L'Europe qui protège, ce slogan d'Emmanuel Macron, ça ne marche pas encore dans les cœurs des Français. Pour ce qui est du climat, par contre, on va voir encore cette ambiguïté s'articuler, puisque, peut-on faire confiance à l'Union européenne face aux défis environnementaux ? Non, à 64%, oui, à 34%, mais en même temps, si on leur demande à quel niveau, finalement, on peut régler les problèmes du climat, eh bien, c'est l'Union européenne, parce que là, en l'occurrence, oui, c'est une force pour répondre aux défis de l'environnement, à 48%, donc c'est véritablement l'échelle sur laquelle on peut travailler sur ces questions-là qui sont transfrontalières, transnationales. Alors, pourquoi ? Eh bien, elle a de tels manquements, l'Union européenne, selon les Français, et c'est très étonnant dans ces enseignements, tout simplement par l'absence de solidarité entre les 27. Dans les mois qui viennent, est-ce que les pays de l'Union européenne devront être plus solidaires, a-t-on demandé aux Français ? Eh bien, oui, à 61%, il faut plus de solidarité. Non, il en faut moins, et il ne faut pas notamment distribuer l'argent aux pays d'à côté. Eh bien, 13% seulement, vous le voyez. Donc, la demande de solidarité. Vous avez également interrogé les Français sur les personnalités, évidemment, qui œuvrent au sein de cette Union européenne. Il y en a certaines qui tirent leur épingle du jeu. Oui, on avait l'impression qu'ils connaissaient peu. Mais finalement, si on regarde les personnalités qui ont été mentionnées, en fait, on leur a demandé s'ils connaissaient Michel Barnier. Michel Barnier, si on regarde finalement ce sondage sur les personnalités, il arrive évidemment en tête des connaissances à 68%. Derrière, il y a le commissaire européen Thierry Breton connu à 50%, c'est notre invité à 20h15 aujourd'hui pour justement décrypter ensemble ce sondage. Et puis on regarde, donc ce sont les Français qui arrivent en premier pour les personnalités connues. On va regarder aussi les chiffres pour Ursula von der Leyen. Elle a percé un petit peu en matière de notoriété, puisqu'à 45% on la connaît. Charles Michel, 24%. Donc en dessous, les présidents du Conseil, le chef de la diplomatie, c'est très très peu.
Et ça, c'est effectivement un petit peu inquiétant. Si on demande aux Français si oui ou non ils veulent sortir de l'Union européenne, du coup, eh bien à 65%, on va peut-être regarder ces chiffres à nouveau, à 65%, c'est non, ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc, en effet, un attachement qui présage bien pour cette présidence française de l'Union européenne qui va démarrer, on le disait, le 1er janvier. Ça va consister pour les ministres de la pêche, de l'agriculture, sectorielle, à présider chacune des réunions des ministres pour les Français et en l'occurrence donner l'agenda de ces réunions, donc impulser véritablement une dynamique à l'Union européenne et on espère qu'elle sera forte, sachant que c'est une présidence française problématique puisqu'elle est entrecoupée par une élection en avril prochain. Ça ne vous a pas échappé. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Caroline. C'est plutôt dense, mais les réponses peuvent servir évidemment dans ce contexte politique. Merci, Caroline de Camaret. On en vient à cette audience cruciale qui se profile cet après-midi. Les 9 sages de la Cour suprême américaine vont se pencher sur cette loi adoptée en 2018 par l'État du Mississippi et qui interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. La Cour, profondément remaniée par Donald Trump et désormais majoritairement conservatrice, pourrait profiter de cet examen pour compromettre ce droit dans tout le pays. Coralie Henel. C'est une procédure qui pourrait faire reculer les droits des femmes américaines de 50 ans en arrière. La Cour suprême examine la validité d'une loi du Mississippi interdisant l'avortement après 15 semaines de grossesse. De nombreux États conservateurs tentent de faire reculer ce droit, pourtant garanti par la Cour suprême dans tout le pays depuis son arrêt Roe versus Wade, prononcé en 1973. En 1992, un autre arrêt précise que l'avortement est possible jusqu'à environ 22 semaines de grossesse. Aujourd'hui, le Mississippi demande d'annuler ces décisions historiques. Une procédure soutenue par tous les échelons du Parti républicain, y compris l'ancien vice-président Mike Pence. We are asking the court in no uncertain terms to make history. We are asking the Supreme Court of the United States to overturn Roe v. Wade and restore the sanctity of life to the center of American law. En réaction, des centaines d'élus démocrates et plus de 500 athlètes de haut niveau demandent la protection du droit à l'avortement. Barbara Phillips a choisi d'interrompre sa grossesse en 1973. Aujourd'hui, elle s'inquiète pour la santé des femmes. Many of us will go back to coat hangers and back alleys. You know, women will find ways to terminate pregnancies. And when we make that illegal, women will go back to desperate ways. Actuellement, sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 appartiennent au camp conservateur. Ce nouvel équilibre fait craindre le pire aux défenseurs du droit à l'avortement. La juridiction suprême devrait rendre sa décision au printemps prochain. Voilà, gros dossier qu'on va suivre évidemment cet après-midi. Je me tourne vers vous, Armelle Charrier. Bonjour. Est-ce que ce droit, c'est véritablement la question qui est posée par cette audience du jour, se retrouve réellement menacé dans le pays ? Oui. Parce que techniquement, on peut revenir en arrière sur la loi sur l'avortement. Déjà, on a eu une décision qui a été prise dans les années 70, en 1973 très précisément. Les États-Unis n'étaient pas le premier pays à prendre cette décision. Sur le continent, le Mexique, par exemple, avait donné le droit d'avortement aux femmes avant les États-Unis. Alors, il y avait des conditions de viol, etc. On avait en Europe d'autres pays, comme la Pologne, qui avaient donné. Et historiquement, c'était Lénine. Et ensuite, c'était la Russie qui a donné ce droit-là aux femmes. Mais les États-Unis, dans les années 70, ont créé effectivement un mouvement très important qui était de la libéralisation totale. Sauf que ce droit, il repose sur une question fondamentale qui est est-ce que le fœtus est viable ou pas viable ? Et en fait, c'est sur ça que se posent les positions des uns et des autres. Les scientifiques regardent quand est-ce que le fœtus est viable, donc ils disent à 22 semaines. Derrière, il y a un débat pour savoir si c'est le bon moment ou s'il faut le faire avant. Nous, on a des positions en avant au côté européen. Et puis, vous avez aussi les chrétiens qui disent non, la question ne se pose pas en ces termes-là. Un fœtus représente quelque chose dès le premier temps. Donc, vous voyez qu'une fois que vous avez mis tous ces arguments sur la table et que vous avez derrière une Cour suprême qui est habilitée à parler de ça, elle peut juger dans un sens ou dans un autre. Et lorsque Donald Trump a nommé, il a fait ce que font les autres présidents américains, il nomme des juges qui vont dépasser sa présidence, donc qui vont axer effectivement dans une direction.
Au-delà de ce dossier très sensible aux États-Unis, la question, elle illustre parfaitement cette fracture, cette polarisation de la société américaine. Oui, parce qu'à chaque fois, on dit politiquement, regardez, les États-Unis se tapent dessus. Mais on se rend compte en fait que dans la société, on retrouve exactement ces questions. Et c'est ça qui est quand même assez fabuleux en ce moment, c'est que autant on peut avoir la mise en place sur une question aussi essentielle que l'avortement, et on a les États républicains qui vont vers ça, autant dans le même pays, au même moment, on voit que les démocrates travaillent sur la question du genre et qu'ils demandent effectivement à ce que les hommes puissent être transformés en femmes ou réciproquement, ou ne pas avoir de notion de genre du tout. C'est étonnant, mais c'est le même pays. Merci beaucoup Armelle Charrier pour le décryptage. Évidemment, on suivra attentivement le coup d'envoi de cette première audience, résultat imprévu dans quelques semaines. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. L'info se poursuit sur France 24 et sur nos antennes et sur notre site internet. Toujours la même adresse, www.france24.com. À tout à l'heure.